14h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Lancement d'un projet de restauration de la forêt du Daï, un projet mené par le ministère de l'Environnement en étroite collaboration avec le PNUD. Et la Fédération française de football porte plainte contre un joueur argentin pour racisme. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a procédé au Djibouti Palace Kempinski au lancement officiel du projet intitulé « Conservation de la biodiversité et restauration des fonctions de l'écosystème de la zone protégée nationale de la forêt du Daï ». Ce projet est focalisé sur la forêt du Daï et financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 3,2 millions de dollars américains et sera mis en œuvre par le ministère de l'Environnement en collaboration avec le PNUD, et ce pour une durée de 5 ans. L'objectif global du projet est de préserver la biodiversité et de restaurer les services écosystémiques de la forêt du Daï à Djibouti. Il s'inscrit dans une approche de gestion de la biodiversité pour restaurer les écosystèmes terrestres et faire face aux risques de dégradation des écosystèmes déjà fragiles. L'atelier de lancement de ce matin avait pour but de présenter en détail le projet aux parties prenantes, de discuter des activités prévues et de renforcer la collaboration pour assurer une mise en œuvre efficace du dit projet. Suivant, pour plus de précision, l'intervention de la représentante du PNUD à Djibouti. C'est un grand honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui pour le lancement du projet intitulé « Conserver la biodiversité et restaurer les fonctions des écosystèmes dans et autour de la forêt du Daï ». Ce projet, financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 3,2 millions de dollars pour une période de 5 ans, revêt une importance capitale pour Djibouti. En effet, je pense que ce n'est un secret pour personne. La forêt du Daï est un véritable trésor national du fait de sa biodiversité unique qui malheureusement se meurt. Elle constitue un habitat particulier et notamment elle abrite de nombreuses espèces endémiques, notamment le francolin. Je pense que pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder le reportage l'ont vu tout à l'heure. Et depuis 2004, on observe donc une disparition progressive de cette espèce endémique. Je pense que les derniers recensements en 2004 montraient qu'on avait à peu près 723 adultes de cette espèce. Et vu le taux de régénération et de dégradation, on est en droit de s'interroger sur le danger d'extinction de cette espèce. Et ce serait vraiment dommage. Nous avons également de nombreuses autres espèces dans cette région, notamment des oiseaux, et pour lesquels on pense qu'il est important de préserver donc, ce biotope et cet écosystème pour pouvoir permettre à cette diversité biologique de s'exprimer. Comme je l'ai indiqué, au cours de ces dernières décennies, malheureusement, cette forêt a subi une dégradation sévère. Et je pense qu'une de mes premières expériences les plus dépressives que j'ai eues quand j'ai été dans le Daï, c'était vraiment une vraie expérience dépressive de voir que c'est une forêt, mais qui est vraiment complètement morte. Et cette désertification progressive couvre aujourd'hui l'espèce, enfin le territoire du Daï, qui était à peu près 900 hectares et qui malheureusement, aujourd'hui, on peut pas, on devrait faire un dénombrement pour savoir quel est l'espace couvert par cette forêt. Et de son côté, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a souligné l'importance de la forêt du Daï pour la diversité de notre pays et a mis en exergue les facteurs de dégradation de cette forêt. On écoute le ministre. L'environnement de Djibouti est un patrimoine national contribuant à la conservation de l'environnement mondial. Sa préservation constitue de ces faits un intérêt primordial à l'échelle locale, nationale, régionale et internationale pour garantir les besoins et assurer les moyens de subsistance des générations actuelles et futures. À ce jour, plusieurs facteurs perturbent l'équilibre harmonieux de notre planète. La perte de la biodiversité et la dégradation des terres en constituent les principaux défis. Mesdames et messieurs, en dépit des conditions physiques difficiles, Djibouti regorge d'une riche biodiversité.
Cette richesse est due aux écosystèmes clés que constituent les formations boisées des montagnes, le massif et les habitats marins. Les écosystèmes abritent de très nombreuses espèces animales et végétales. La forêt de Daï, représentant le cœur de notre biodiversité, abrite des espèces fauniques et floriques d'intérêt international tels que le francolin de Djibouti, qui constitue un symbole national. Mais malheureusement, les effets des changements climatiques conjugués à l'action anthropique affectent gravement l'aire protégée terrestre de la forêt de Daï. En effet, la dégradation des terres et la désertification ont des conséquences d'impacter les ruraux et les animaux qui vivent dans et autour de ces forêts. L'événement qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de poser les jalons pour préserver notre forêt de Daï et de faire revivre sa splendeur d'antan. C'est dans ces contextes que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a déployé les efforts nécessaires pour redynamiser cette forêt et apporter les réponses idoines pour la mise en place d'un nouveau projet relatif à la lutte contre la dégradation des terres et la conservation de la biodiversité. Mesdames et messieurs, l'objectif global de ce projet est de préserver la biodiversité, de restaurer les écosystèmes terrestres fragiles dans et autour de cette aire protégée des forêts de Daï et d'améliorer la situation socio-économique des populations locales. Le projet a également pour but de contribuer efficacement à tous les efforts nationaux et régionaux engagés pour renforcer la résilience du secteur clé et des communautés locales vulnérables aux risques liés à la dégradation des terres et vise bien sûr à combler les gaps en matière de gouvernance des aires protégées, d'améliorer les conditions de vie des populations locales et la réhabilitation des terres. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler des caisses populaires d'épargne et de crédit de Djibouti, notamment les CEPEC, l'inclusion financière et bien sûr les avantages de cette caisse. Nous allons également parler de la digitalisation qu'a connue ce système, notamment pour les personnes en retraite. Regardez, c'est un document de la rédaction. Soucieux d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et plus particulièrement la frange la plus vulnérable, la Caisse populaire d'épargne et de crédit, la CEPEC, a mis en place de nouvelles stratégies pour la bancarisation qui, sans nul doute, permettront à nos populations vivant dans des situations de précarité à sortir d'îlots et de prendre leur vie en main. Un élan prometteur, une dynamique sociale susceptible de réduire les divisions sociales et les inégalités au sein de la population djiboutienne en reconnaissant les valeurs des responsabilités personnelles dans les domaines du travail et la sécurité des personnes âgées. CEPEC de Djibouti est une institution de microfinance qui a pour mission de fournir et promouvoir un service financier aux personnes exclues du système bancaire. Donc notre objectif principal, c'est d'appuyer les personnes à développer des activités génératrices de revenus afin que ces personnes subviennent à leurs besoins et sortent de la précarité. L'un des défis principaux pour nous, c'est la gestion des risques. La gestion des risques dans le sens où les personnes pour qui nous donnons des crédits sont des personnes vraiment très vulnérables. Donc il faudrait au préalable leur faire une éducation financière, leur apprendre comment épargner, comment prendre des crédits et bien sûr comment surtout ensuite sortir de la précarité en épargnant petit à petit pour que demain ils puissent bénéficier d'un crédit chez nous. Donc ça c'est un des points très importants sur lesquels nous mettons un point d'honneur, c'est l'éducation financière. Ensuite, nous travaillons en étroite collaboration avec plusieurs bailleurs internationaux comme nationaux, mais notre principal partenaire est surtout notre ministère de tutelle, qui est le ministère des Affaires sociales, sous la tutelle sous la houlette de Mme Ouloufa Ismaël Abdo, qui ne ménage aucun effort pour venir en aide aux personnes vulnérables et surtout ne pas dépendre d'une assistance éternelle. Donc c'est comment promouvoir ces gens à développer une activité génératrice de revenus et surtout devenir des personnes assez indépendantes. C'est pourquoi le ministère des Affaires sociales, donc Mme Ouloufa, a mis en place un crédit à taux zéro pour les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire ces personnes ne vont pas payer des intérêts, ils vont uniquement
rembourser les montants capital qu'ils ont empruntés. Il s'agit là de mettre en lumière les rôles catalyseurs que joue la CPEC dans l'inclusion financière. L'inclusion financière s'y montre la nécessité d'un accès effectif et abordable à des services et produits financiers de base tels que les paiements, l'épargne, les crédits, l'assurance, fournis et permis par cette institution à tous les adultes en âge de travailler. La CPEC constitue en ce sens la cheville ouvrière de toute la politique sociale du ministère des Affaires sociales. D'autre part, la CPEC a récemment initié l'enrôlement des retraités afin de se bancariser par les billets notamment de la CPEC qui fait un travail remarquable dans l'accompagnement et l'accueil des personnes âgées qui touchent leur pension de retraite pour les numériser, les enregistrer et leur fournir des cartes numériques leur permettant de prendre les pensions des retraites sur leurs comptes respectifs ouverts au sein de la CPEC. Il y a lieu de rappeler que les MAS et la CPEC ont mis en place un système de crédit à taux zéro qui permet aux emprunteurs de rembourser les frais capital empruntés sans taux d'intérêt, ce qui est une solution pérenne, rentable et efficace pour la population djiboutienne les plus vulnérables. D'autre part, le ministère de l'économie numérique sous la houlette de Mme Mariam Hamadou aussi nous appuie énormément dans le cadre de la digitalisation, notamment à travers Clé, les centres de leadership, pour que toutes nos opérations soient digitalisées. Aujourd'hui, c'est chose faite. Pour terminer, nous remercions Mme Dera, la directrice de la CNSS aussi, qui nous appuie dans le sens où aujourd'hui les retraités ouvrent leur compte dans les CPEC pour que ces personnes qui étaient payées en espèces, donc dans les guichets de la CNSS, vont être bientôt payées à la CPEC. Donc, et ça, c'est grâce aussi à la clairvoyance de Mme Dera, qui a toujours n'aménagé aucun effort pour que tous les retraités puissent avoir aujourd'hui un compte bancaire. Comme vous le savez, la CPEC se trouve au sein de l'Union nationale des femmes, donc l'UNFD, le siège social de la CPEC est l'UNFD. Donc c'est ici pour vous dire que la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, a toujours, depuis ses débuts, appuyé les secteurs de la microfinance. Et bien sûr, sans oublier notre cher président, Ismaël Marguellé, qui a toujours appuyé les personnes les plus vulnérables pour que ces personnes puissent être au même niveau que ceux qui travaillent et bien sûr qui disposent d'un revenu. Il va sans dire que la CPEC vise à travers cette initiative d'accentuer la vision du président de la République qui est de soutenir les ménages les plus démunis et ceux vivant dans une situation de précarité à Djibouti. Dans l'actualité également, l'ambassade des États-Unis à Djibouti a organisé ces 3 derniers jours un atelier intensif dédié aux journalistes djiboutiens visant à combattre notamment la désinformation et les fake news. Cet événement s'est tenu au Corner American et a réuni des professionnels des médias désireux de renforcer leurs compétences en matière de vérification des faits et d'analyse critique de l'information. L'atelier animé a offert aux participants une panoplie d'outils et de méthodes pour détecter et contrer les fausses informations, des techniques telles que la recherche inversée d'images sur Google ou encore l'examen de l'historique des images qui ont été abordées, permettant aux journalistes de développer une approche plus rigoureuse et dans la vérification de l'authenticité des contenus qu'ils partagent. Aujourd'hui, au terme de ces 3 jours de formation, les journalistes ont reçu leur certificat de participation. Parmi les participants, on pouvait compter des représentants des principaux médias nationaux et de la presse écrite également, témoignant de l'importance accordée à la lutte contre la désinformation dans le paysage médiatique djiboutien. Et tout de suite, ce communiqué qui nous parvient de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, la direction de l'ONEAD, informe les habitants des quartiers Djebel, Ambouli, Cité Progrès, quartier 7 bis, quartier 7, Cité Stade, quartier 6, quartier 5, quartier 4, quartier 3, 2 et 1, Cité Ouadadjir, la cité Arhiba, Makal Mukarrama, Engela, Saline Ouest, cité Saoudi, FNP et centre-ville que l'alimentation en eau sera perturbée durant les journées du 18 juillet et du 19 juillet en raison des travaux de réparation d'une grosse conduite d'adduction. L'ONEAD compte sur la compréhension de son aimable clientèle pour l'inconvenance de cette situation. Fin du communiqué. Dans le cadre du renforcement de la résilience économique des entreprises vulnérables, l'ADDS a formé et créé 18 groupes d'entraide par affinité au mois de mai 2023. Chaque groupe composé de 13 à 18 femmes, soit 247 bénéficiaires du programme Femmes GEA de la ville de Tadjoura.
Les 18 groupes ont épargné un montant total de 3 134 200 francs djibouti et la DDS a injecté un montant d'1 775 000 francs djibouti pour chaque groupe, soit un montant total de 31 950 000 de nos francs. Les femmes se donnent des prêts entre elles afin de créer des activités génératrices de revenus et les femmes bénéficiaires qui avaient donc des AGR renforcent leurs activités génératrices de revenus déjà existantes avec les prêts qu'elles ont contractés et d'autres femmes ont créé des AGR à leur tour. En conclusion, chaque femme possède aujourd'hui une activité génératrice de revenus propre à elle et une délégation composée du directeur général de la DDS et des responsables de la région ont fait une visite des activités génératrices de revenus que les femmes GEA ont créées ou renforcées dans la ville de Tadjoura. Et dans l'après-midi, une réunion a eu lieu dans la salle de réunion du conseil régional en présence de chaque représentant des 18 groupes d'entraide par affinité avec le directeur général de la DDS et le vice-président du conseil régional. Écoutons les précisions du directeur général de la DDS. Nous avons voulu voir de visu sur le terrain ces activités-là. Donc hier, on était vraiment extrêmement contents de voir ces femmes, pour certains qui vendaient que des beignets, aujourd'hui diversifier leurs activités et d'autres renforcer leurs activités. Nous avons entamé une visite de nos activités dans les régions à partir de Dikil. Aujourd'hui, depuis hier, on est à Tadjoura. Alors hier, donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé ce qu'on appelle des groupements d'entraide et d'affinité. C'est des groupes de femmes. C'est des femmes que nous avons mis en groupement par affinité. L'objectif initial, d'abord, c'est vraiment développer la solidarité, l'affinité entre ces femmes-là. Et la DDS améliore constamment ses méthodes de travail. Et donc c'est une méthode, en anglais on appelle ça les self-help group, qui nous a été enseignée par une ONG indienne. C'est un excellent outil de lutte contre la pauvreté, mais qui permet également de développer l'affinité entre les femmes et la solidarité. C'est un concept qui permet aussi d'utiliser ces groupements de femmes pour toutes les communications liées à la santé ou autres. Donc nous avons créé 18 groupes, soit 247 femmes, et un peu plus de 31 millions, et les femmes ont épargné plus de 3 millions de francs. Donc dans la suite, la deuxième étape, c'était de créer des AGR. Donc hier, nous avons créé 257 activités génératrices de revenus pour les 247 femmes. Donc certains ont créé soit en groupement, mais également en individuel. Sous la houlette du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec le détachement de la police d'Ali Sabié, l'armée Bias, il a été intercepté une importante marchandise de contrebande à proximité de la frontière Galilée. La marchandise saisie à cette occasion était composée de 4000 kg de contrebande, de 5 cartons de lait et 15 cartons de boissons non alcoolisées. Les contrebandiers voulaient acheminer donc cette marchandise vers la capitale. C'est ainsi que les douaniers, les policiers et les militaires qui ont collaboré dans cette mission ont incinéré par la suite sur place l'intégralité de la marchandise saisie. Cette action fait partie des efforts continus des autorités pour combattre le commerce illicite qui nuit gravement à l'économie nationale. En sport, pour clore l'actualité nationale, le terrain de PK12 était en ébullition hier après-midi alors que deux équipes les plus coriaces du quartier s'affrontaient dans un match qui a tenu toutes ses promesses. La rencontre a attiré une foule immense, tous venus assister à ce spectacle sportif qui marquait l'une des étapes finales des activités estivales. Le comité du secrétariat d'État au sport présent sur les lieux a profité de l'occasion pour évaluer la bonne organisation de cet événement sportif. Et l'objectif de cette activité est double, notamment d'offrir aux jeunes une occupation saine pendant les vacances et contribuer à leur épanouissement personnel. Le secrétariat d'État au sport souhaite également utiliser ces événements pour détecter des jeunes talents.
En nouvelle du monde à présent, dans le cadre d'une opération mondiale visant les groupes criminels organisés d'Afrique de l'Ouest sur les 5 continents, la police a arrêté 300 personnes, saisi 3 millions de dollars et bloqué 720 comptes bancaires, a déclaré Interpol mardi. L'opération intitulée Jackal 3, qui s'est déroulée du 10 avril au 3 juillet dans 21 pays, visait à lutter contre la fraude financière en ligne et les réseaux ouest-africains qui en sont à l'origine. C'est ce qu'a indiqué l'organisation dans un communiqué. L'un des groupes visés était Black Axe, l'un des réseaux criminels les plus importants d'Afrique de l'Ouest. Black Axe opère dans le domaine de la cyberfraude, de la traite des êtres humains, du trafic de stupéfiants et est responsable de crimes violents en Afrique et dans le monde. C'est ce qu'a ajouté l'agence. L'année dernière, Interpol disposait d'un budget total d'environ 176 millions d'euros contre plus de 200 millions d'euros pour l'agence de police de l'Union européenne, Europol, et quelques 11 milliards de dollars pour le FBI aux États-Unis. Le Premier ministre italien Giorgia Meloni a fait des remarques sur la migration et la crise énergétique lors de sa participation au forum transméditerranéen sur la migration à Tripoli en Libye. C'était dans la journée d'hier. La Libye étant un itinéraire majeur, bien que mortel pour les migrants qui tentent d'atteindre l'Europe en traversant la mer Méditerranée depuis différentes régions d'Afrique. Les migrants qui atteignent la côte paient pour embarquer sur des bateaux mal équipés et surchargés avant de se lancer dans des voyages en mer risqués. L'Italie est l'un des principaux points d'arrivée de l'autre côté de la Méditerranée. Et selon les Nations Unies, de plus en plus de migrants et des réfugiés africains se dirigent vers le nord en direction de la Méditerranée et de l'Europe en traversant des itinéraires périlleux dans le Sahara où des bandes criminelles les soumettent à l'esclavage, au prélèvement d'organes, au viol, à l'enlèvement contre rançon et à d'autres abus. Et enfin, en sport, racisme dans le football, la Fédération française de football porte plainte contre Enzo Fernandez. Les excuses d'Enzo n'ont pas suffi à faire oublier la vidéo polémique du joueur argentin. La FFF a déclaré qu'elle déposerait une plainte contre l'Argentine pour cette vidéo qu'elle juge raciste, tandis que Wesley Fofana, coéquipier de Fernandez à Chelsea, qui compte une sélection en équipe de France, a reposté la vidéo en question sur son X dans la légende, le football en 2024. Un racisme décomplexé. Le club anglais de Chelsea, où Enzo évolue en tant que milieu de terrain, a engagé une procédure disciplinaire interne contre le vainqueur de la Copa América lors de la célébration de la victoire de l'Argentine en finale de la Coupe d'Amérique 2024. Enzo avait posté une vidéo dans laquelle un chant raciste envers les Bleus est entonné par ses coéquipiers. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.